Depuis quelques semaines, la communauté universitaire de l'Université de Montréal est aux abois. Le recteur, Guy Breton, entend réviser la charte de l'université pour la mettre au goût du jour. Parlons-en, éclairons-nous ce matin avec notre analyste en la matière, Florent Michelot. Bonjour Florent. Bonjour Julien. Qu'on connaît de la scène municipale, qui couvre avec nous la scène municipale d'ordinaire, mais qui est également de l'UQAM. Donc, tu enseignes à l'UQAM, tu connais bien le milieu universitaire. Florent, faut dire qu'au syndicat des employés de l'UDM, on parle même d'un coup de force. Les termes sont quand même assez forts. Oui, on a même entendu parler de coup d'État, c'est dire si effectivement la démarche qui est entreprise par la direction de l'Université de Montréal fait grincer des dents, comme vous le disiez. En tout état de cause, preuve s'il en est que le sommet sur l'éducation qui avait été entrepris au lendemain de l'élection de Pauline Marois suite au printemps érable n'a mené à rien. C'est que l'on se retrouve une fois de plus avec des discussions qui ne se terminent pas sur la gestion, sur la direction des universités. Alors, revenons un petit peu en arrière, nous sommes à la mi-décembre, il y a un vote du conseil de l'université afin de modifier la charte de l'Université de Montréal. Déjà la charte, là, pour ceux qui sont alors déjà justement, perdus. la charte, ça correspond en quelque sorte à la constitution, à la loi fondamentale de l'université. C'est à partir de cette charte que finalement l'Université de Montréal est gérée, tout comme la ville de Montréal a une charte. Bref, c'est la loi constitutionnelle en quelque sorte. Alors, si on regarde la charte telle qu'elle est actuellement, il y a 3 instances indispensables. Le conseil de l'université, celui qui a voté la modification de charte, donc qui a théoriquement tous les pouvoirs nécessaires à l'administration. On a la commission des études qui assure la coordination de l'enseignement, notamment sur le plan pédagogique. Donc, qui est peut-être un petit peu plus proche du terrain. Plus proche du terrain, ouais. puis plus proche des étudiants, en tout état de cause, on va dire ça. Et puis on a l'assemblée universitaire qui fixe les orientations de l'université et son développement, et elle émet des recommandations à l'administration. Donc, finalement, ça fait un petit peu le pont entre le terrain et le conseil de l'université. Bref, tout ça pour vous dire que le conseil de l'université n'est pas passé par ces 2 dernières instances que je vous ai citées, à savoir le conseil des études et l'assemblée universitaire. C'est un peu complexe, je vous le concède, mais tout ça pour dire que la procédure normale qui vise à faire en sorte que les 3 instances soient consultées n'a pas été respectée. Comme disaient nos grands-mères, on parle d'avoir du sang de navet, c'est une démarche qui n'est pas rigoureuse et qui n'est pas courageuse par ailleurs. Du sang de navet, tu m'enlèves les mots de la bouche, Florent. Il y a donc ici un genre de problème de méthode, il y a une absence de consultation. Oui, il y a une question de méthode qui effectivement est tout à fait centrale, problématique, d'autant plus problématique que dans une instance universitaire, on devrait quand même avoir à cœur la question de la méthode, puisqu'elle est au cœur de la méthode de recherche, une démarche rigoureuse, valider des constats. Si on fait une modification de la charte, il faut poser des constats, poser la problématique, et puis surtout avoir un débat éclairé, contradictoire. C'est comme ça qu'émergent les opinions. Là, la question qu'on se pose, Florent, c'est qu'au-delà de tout ça, qu'est-ce qui va concrètement changer dans le fonctionnement de l'université? On sent que c'est vraiment déconnecté de nous, ça. Ouais, c'est pas simple à comprendre. Il y a quand même 2 éléments qui sont positifs. Selon moi. Le premier élément, c'est l'optimisation des mécanismes internes. Ça fait peur au sein des syndicats, puis à juste titre, optimiser les processus, ça peut être tout et son contraire. Il faut aussi reconnaître que l'administration universitaire n'est pas toujours très très rapide. Donc bon, pris hors contexte, optimiser les processus, on va le prendre. Le deuxième élément, c'est nettoyer les statuts. Et on va pas s'en plaindre, peu de monde le savent, mais dans le conseil de l'université, il y a 2 membres qui sont nommés par le modérateur des facultés ecclésiastiques, qui n'est rien d'autre que l'archevêque catholique romain de Montréal ou son représentant. Ce qui veut donc dire qu'à l'Université de Montréal, le conseil d'administration, en quelque sorte, a encore 2 représentants, finalement du pape directement, puisque l'Université de Montréal, initialement, a été la création de l'Église catholique. On a encore ça. Et on a 3 choses qui sont essentiellement reprochées à l'administration. D'autre part, du côté des syndicats, la volonté de recentralisation, la baisse des pouvoirs de la commission des études et surtout la tentation de la marchandisation. Pourquoi ? On fait entrer l'idée de fourniture de services auprès des missions fondamentales de l'université, c'est-à-dire qu'actuellement on a l'éducation et la recherche, et là on ajouterait donc la fourniture de services, ce qui est quand même assez problématique. Qu'est-ce qu'on entend par là, fourniture de services ? Justement, il y a une énorme ambiguïté là-dedans, et le processus qui a été enclenché par le rectorat de l'université ne permet pas de lever cette ambiguïté, et parmi les choses qui sont mises en place
pour renouveler le conseil d'administration, on a tendance à considérer qu'il faut remplacer justement ces personnalités comme l'Église catholique par justement des personnalités externes, sous-entendu des personnalités qui viennent du milieu de l'entreprise, pour justement amener des fonds au sein de l'université. Et lorsqu'on fait l'équation entrée de nouvelles personnes qui viennent du privé dans le conseil d'administration plus amener des fonds, eh bien le risque qui est en bout de ligne, c'est que la recherche devienne non plus de la recherche fondamentale, mais de la recherche qui vise à servir les intérêts des entreprises. Donc ça peut vite devenir un terrain très très glissant. Est-ce que ce sera le cas? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, la procédure qui a été menée par l'administration, elle est problématique. La dernière fois que la charte a été modifiée, c'était en 67, ça avait pris près de 5 ans pour être modifié. Près de 5 années pour être modifié. En 2016-2017, on propose de faire un processus qui ne dure que 2 mois, que l'on ne s'étonne pas par conséquent que le processus soit vicié. En conclusion, Florent, rapidement, comment on sort de cette crise-là? Parce qu'on a l'impression d'être dans un cul-de-sac en ce moment. Alors, le recteur a fait des propositions mitoyennes la semaine dernière. Il semblerait que ça contente une partie de la communauté universitaire. Quoi qu'il en soit, il faut quand même être conscient qu'il y a 18 organisations syndicales de l'université qui se sont opposées au processus. Moi, je suis pas certain que le rectorat, que l'université va sortir grandi d'une telle démarche qui aurait dû être réglée il y a déjà 3 ans, 4 ans maintenant, avec le sommet sur l'enseignement supérieur. Oui, il faut le rappeler, ça semble être des décennies, des siècles en arrière de nous. C'était On se souvient hier. quand ça avait été annoncé, je pense que ça se tenait à l'Arsenal là, dans Griffintown, puis ça avait été très très couvert par les médias, puis finalement, on dirait qu'on n'en regarde plus rien aujourd'hui. Florent Michelot, notre analyste sur la scène municipale universitaire aujourd'hui. Merci. Merci Julien.